Bonjour tout le monde. Salut, 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 Chloé. salut. Bon, bah, c'est Oui, super. Merci. Encore une fois, c'est un honneur de vous accueillir ici. L'honneur est pour nous. Et merci pour merci. cette organisation, c'est top. Ouais, c'est cool, c'est cool. Et on est ravis de pouvoir, bien sûr, proposer jusqu'à maintenant des marques qui proposent des solutions et aussi de sensibiliser à la fin de cette conférence avec un débat, enfin moi j'aime bien dire une conversation interactive puisque les gens qui sont sur le chat peuvent toujours commenter, poser des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, il y a un flux aussi qui est en streaming automatiquement sur Facebook. N'hésitez pas à vous connecter directement sur le site arceo.com. Ça va nous permettre aussi de voir ce qui se passe dans le chat et pouvoir interagir avec vous. Voilà. Alors, écoutez, je vais vous laisser, Brigitte et Chloé, vous présenter succinctement et pour ensuite discuter de thèmes qui sont assez importants et auxquels il y aura beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'en une demi-heure, on va essayer de condenser un petit peu nos idées et d'essayer de partager un petit peu ce qu'on pense sur le monde de la mode et l'actualité. On commence par qui? Chloé. Brigitte. Brigitte, c'est toi qui es juste à côté de moi. Hein. Oui, de l'autre côté de toi d'ailleurs. À chaque fois, tu as montré le mauvais côté du… C'est vrai? Oui, c'est l'autre côté. Ah, pardon, pour moi, tu es là, c'est pour ça. Ouais. Ok. Et moi, vous êtes de chaque côté, je suis bien entourée. Donc, je suis Brigitte, je fais partie de l'association L214 que j'ai fondée avec plusieurs autres personnes. On défend les animaux et on centre nos actions sur les animaux qui sont utilisés comme ressources alimentaires. On les tue pour prendre leur viande. On a l'exploitation pour le lait, pour les œufs. Et bien sûr, on n'oublie pas les animaux aquatiques, notamment tous ces poissons. On est surtout connu pour les enquêtes qu'on peut réaliser dans les élevages, transports, abattoirs, où on tente de montrer la réalité de ce que vivent et comment meurent les animaux par rapport à cette industrie. Mais on n'est pas seulement une association qui dénonce, on est aussi une association qui propose. Et dans les propositions, il y a comment se joindre à nous pour faire des demandes, pour essayer de faire reculer la cruauté. Et puis, il y a les propositions de végétaliser l'alimentation avec nos sites Vegan Pratique, Vegoresto, Improved. On a aussi tout un pan sur l'éducation avec L214 Éducation, où on propose aux enseignants du matériel pédagogique, des animations, des expositions. Et puis, on a notre site Politique et Animaux. Là, c'est pour bouger un petit peu plus les personnalités politiques et bien sûr, faire bouger les entreprises, aussi bien pour faire reculer la cruauté que pour végétaliser davantage l'alimentation jusque où on peut, c'est-à-dire à 100% et ne plus considérer les animaux comme des ressources à notre disposition. Ça, c'est notre projet. Voilà. Un gros projet. Hein. Chloé, à ton tour, je te laisse te présenter aussi. Oui, alors mon nom c'est Chloé Tesla, comme tu l'as dit. Moi, je suis végane depuis 7 ans maintenant et je communique quotidiennement sur les réseaux sociaux autour de l'antispécisme et du coup du mode de vie qui en découle, c'est-à-dire le véganisme. Je suis aussi mannequin, on me présente souvent comme ça, mais pour moi c'est juste avant tout mon métier, mais je suis avant tout antispéciste et végane pour les animaux. Et sur les réseaux sociaux, je communique donc sur le véganisme, comme je l'ai dit, mais aussi sur la mode éco-responsable, que ce soit donc pour les humains fair trade, mais aussi des matières que ce soit recyclées ou, comme je disais, éco-responsables. Sur la naturopathie, sur les cosmétiques, du coup vegan et cruelty-free, sur plein de choses autour du respect du vivant et de la santé, du bien-être, etc. Bon, super. Et si je peux me permettre, tu es, je pense, peut-être la seule personne dans le mannequinat ou dans le… Je sais que t'aimes pas trop ce terme, mais chez les influenceurs, je l'emploie parce que t'aimes pas ce terme. Moi, je l'emploie parce que ça parle aux gens. Des gens qui se disent influenceurs, c'est-à-dire qu'on suit et qui montrent en fait une image en fait et qui utilisent leur image pour faire véhiculer justement des valeurs qui te sont chères à travers Instagram, à travers YouTube. Il me semble que tu avais une chaîne
un petit moment. Donc voilà, à travers en fait les réseaux sociaux. Et voilà, je trouve ça admirable parce que je trouve que c'est aller un petit peu à contre-courant, d'être dans des idées qui sont encore une niche pour le moment, puisque l'antispécisme, c'est quand même quelque chose qui a du mal à se faire comprendre surtout. Et justement, pour comprendre, alors là, je fais des transitions, wouh, j'ai l'impression d'être… Et justement, pour comprendre, je vais aller droit au but. La première question, c'est, en fait, c'est le thème de ce soir, c'est une mode vegan. Alors, tout simplement, pourquoi? Peut-être Chloé, tu réponds en première là-dessus, Voilà, sur la mode, hein, parce que alors là, moi, la mode, enfin, voilà, si vous m'avez déjà croisé, vous me connaissez, je ne suis pas spécialiste de ça. Alors, moi, je tiens à dire, parce que vu je que te laisse parler. je suis mannequin, je pense que du coup, la mode, c'est vraiment une passion. Mais moi aussi, Brigitte, enfin, je suis pas vraiment spécialement dans la mode en général. C'est plus parce que vu que je fais du mannequinat, les gens viennent tout le temps me demander du coup des marques, etc. Et parce que j'ai tout le temps depuis le début soutenu les marques véganes. Mais c'est vrai que la mode, c'est pas vraiment une passion pour moi. Mais évidemment, la mode végane, les alternatives, enfin, toutes les démarches éthiques, c'est vraiment quelque chose que je soutiens. Mais sinon, moi personnellement, je pense que je suis plus dans une démarche, on va dire, minimaliste, voire décroissante. Ça fait très longtemps que j'essaye de vraiment dire non à la fast fashion et que j'y arrive, voilà, quand même pas mal. Mais voilà, après, dans mon métier, c'est différent et c'est pour ça que c'était bien que tu aies parlé de la différence entre mannequin, mon métier, et influenceuse, aussi moche que ce mot, enfin, soit, hein, mais qui est vrai parce qu'il y a une vraie différence entre ces deux statuts-là, si on peut dire. Et voilà. Donc, Super, super. voilà. Et alors pour aller vraiment dans le vif du sujet, pour toi, la mode, alors quand je dis la mode, c'est avec un M majuscule en parlant du monde fashion. Pourquoi pour toi, c'est important de parler de véganisme justement dans ce monde-là? Ben, parce il y a urgence, tout simplement, parce que les animaux souffrent beaucoup, et parce que c'est vraiment extrêmement simple aujourd'hui de faire les choses tellement simples que enfin, je suis dépassée de pourquoi enfin, pas assez de monde va vers tout ça, parce qu'aujourd'hui on sait que les animaux souffrent, ça c'est indéniable, et on sait qu'on peut vivre totalement confortablement sans les utiliser, donc il n'y a plus du tout besoin, il n'y a rien, aucune justification morale enfin, qui justifie qu'on continue de faire tout ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai cette urgence en moi et que j'essaie de faire au mieux Ah, pour présenter des alternatives et parler d'éthique animale. Brigitte, on a perdu oui, Brigitte. Brigitte est partie. Ah non, je suis Brigitte. là. Ah, tu es Vous là? m'entendez ou pas? Ouais, ouais, Par a contre, on priori, t'entend. c'est On mon te voit écran plus. qui a frisé, mais oui, moi, je ne vous vois plus bouger non plus. D'accord. Mais non, je suis encore là. Et moi, ce que j'aime bien, enfin, comme on l'a vu, comme vous l'avez illustré là pendant 1 heure, cette question d'apparaître aussi le véganisme, l'antispécisme, cette préoccupation pour les animaux, sur la question de l'environnement, sur la question de la santé publique, etc. Enfin, c'est le carrefour de beaucoup de préoccupations qui devraient être majeures aujourd'hui et qui, par rapport aux impératifs soi-disant économiques et tout ça, souvent on n'en tient pas compte, ce qui est vraiment complètement une espèce de folie de notre société. Et justement, le fait de faire apparaître la mode euh, végane, c'est-à-dire une mode qui tient compte de l'ensemble des enjeux qu'on peut avoir devant nous, c'est vraiment super important. Et en fait, c'est pas seulement une mode au final, c'est un mouvement de fond qui arrive progressivement, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez encore en fait. Oui, oui, Bien on sûr, c'est t'entend très bien. On t'entend très bien. une vraie Et lutte sociale. en fait, ce que j'aimerais peut-être, alors peut-être rester sur Brigitte, sur le fait de parler notamment des enquêtes de L214 qui ont été super importantes dans le monde de la mode. Alors quand je dis dans le monde de la mode, c'est dans le monde de la mode indirectement, puisque les matières premières qu'on va utiliser, ce sont des matières premières animales. Je parle notamment du cuir et là ou de la fourrure. Et là, justement, L214 a fait des enquêtes pour révéler vraiment des choses très intéressante sur comment on produit notamment de la fourrure ou ou le cuir ou par exemple comment les animaux sont tués pour faire du cuir. Je pense voilà par exemple à l'enquête de l'abattoir de Sobéval. Est-ce que tu vas en dire quelques mots, Brigitte, si tu es encore connectée? Ah, il y a écrit reconnexion. Ah, je suis désolé. Il y a écrit reconnexion avec Brigitte, donc j'ai l'impression qu'elle se reconnecte.
Est-ce que je peux peut-être te passer la parole, Chloé, par rapport, voilà, par rapport aux matières premières en fait qui sont enfin voilà, les matières premières qui viennent des animaux. Pour toi, voilà, pourquoi il est important justement d'arrêter et vraiment de comprendre en fait d'où viennent ces matières et auquel prix par rapport aux animaux, aux humains et à la planète. Alors, du coup, j'imagine qu'on se concentre principalement sur la mode. Donc, pour rappel, au niveau de la mode, donc c'est pas de cuir, pas de fourrure, pas de laine, de soie, de plumes, d'UV, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a il y a de la mort derrière certaines matières, comme la fourrure et le cuir, très clairement, mais il y a aussi de l'exploitation derrière les autres matières que j'ai citées. Et ça, l'utilisation animale, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être puisqu'on sait faire autrement. On a des alternatives et on a même des alternatives qui sont, même si c'est pas ça mon premier point, qui sont même plus écologiques. Donc c'est à la fois éthique, morale par rapport aux animaux et en plus c'est plus écologique. Donc vraiment voilà, aller à 100% vers ces alternatives là. On en a entendu quelques-unes, Pignatex, cuir de pomme ou aussi avec l'upcycling et tout ça. Voilà, aller de plus en plus vers toutes ces matières-là. Super, je suis en train de reconnecter en fait, Brigitte. Je suis désolé, Oui, hein, des petits parce que je suis décalages aussi. Mais ouais. j'arrive à... D'accord. Pour les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à commenter. Voilà, on est toujours là en train de regarder en train de regarder le chat. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y a des commentaires adorables déjà, donc c'est super positif. Ouais, Brigitte, tu nous entends bien? Oui, c'est revenu. Pardon. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Justement, je voulais te poser la question sur les matières animales dans le monde de la mode. Et je pense notamment au cuir et notamment au cuir de veau avec l'enquête que vous avez fait à l'abattoir de Sobéval. Je pense aussi à l'enquête que vous avez fait pour la production, je me souviens que c'était Sébastien sur site, pour la production de fourrure. Si ça te Oui, parle, est-ce que tu aurais voilà, quelques mots là-dessus, s'il te plaît? alors oui, nos enquêtes, donc vraiment, on se centre, nous, plutôt sur les 99% d'exploitations animales qui existent dans notre monde, qui sont centrées essentiellement sur transformer les animaux en nourriture. Mais ça nous amène à croiser le chemin du vestimentaire ou des matières qui sont utilisées ensuite, comme le cuir, par exemple. Et effectivement, sur l'abattoir de Sobéval, on a pu croiser dans des interviews du directeur de l'abattoir les marques Hermès, les marques Gucci, la marque Chanel, par exemple, autour de ça. Donc, dans cet abattoir, il tuait, c'est un des plus gros abattoirs de veaux, en fait, où il est tué avec ou sans étourdissement. Évidemment, les images sont absolument terribles. C'est à cette occasion-là qu'on a pu avoir la démonstration que la communication des services vétérinaires et du ministre de l'Agriculture n'était pas forcément extrêmement sincère, et même qu'il y avait des mensonges qui étaient dits en disant que non, il n'y avait aucune infraction à la réglementation dans ce qu'on avait montré, alors que grâce à une autre association, on a pu avoir accès à des mails qui s'étaient échangés entre eux, où ils reconnaissaient des infractions majeures à la réglementation. Donc voilà, donc là c'est sur la question du cuir, des enquêtes sur les lapins, effectivement, avec Igualdad Animal, on avait montré à un moment les lapins angora, mais on avait aussi montré l'industrie des orillages, où d'un côté vous avez la fourrure de ces lapins qui va même fabriquer des jouets, des peluches pour les enfants, qui va servir aussi de petites vestes, etc. Et de l'autre côté, la chair des lapins qui est vendue en tant que Rex du Poitou, soi-disant encore mieux. On a encore là aussi de l'élevage en cage, donc des lapins enfermés dans des cages au sol grillagé. Alors pour les orillages, ils les séparent au bout d'un moment pour éviter qu'ils se griffent les uns des autres, mais c'est pas spécialement pour leur bien-être, mais vraiment pour conserver le produit jusqu'au bout. Il y a ces enquêtes aussi, cette enquête dont on a eu une opportunité d'avoir des images d'un élevage de visons. Et effectivement, là aussi, on a montré ces animaux aquatiques rendus complètement fous par la captivité dans des cages si petites, avec rien à faire,
Évidemment, pas de point d'eau, alors que justement, ce sont des animaux aquatiques qui On développent l'oublie des souvent. stéréotypies, etc. Enfin, vraiment, voilà. Et nous, c'est que finalement, on a montré que la partie élevage, puisque pour bah, par exemple, le cuir, si on parle, je sais pas moi, d'alligator, etc. Là, on va aussi avoir pour d'autres espèces animales du piégeage ou des choses comme ça. Là, je suis vraiment moins alerte là-dessus. Mais l'industrie de la viande est liée avec l'industrie du cuir, par exemple. On appelle ça le 5e quartier, où bah, ils vont pouvoir tirer encore davantage de bénéfices du fait d'avoir mis en pièces des animaux, quoi. Et on pose souvent la question de quand on produit, alors on parle de l'angora, donc des lapins, de visons, des veaux, on dit souvent mais c'est pas grave, de toute façon ces animaux ils sont aussi utilisés pour qu'on les mange. Enfin, c'est souvent ce qu'on entend. Et pourtant c'est une idée reçue. Malheureusement ces animaux, alors tu vas certainement nous le confirmer, mais ces animaux sont malheureusement dans la majorité des cas créés pour uniquement leur peau et leur fourrure. Bah, ça dépend. Ça dépend pour les veaux, par exemple. Les veaux qui ont été du coup élevés dans des élevages souvent intensifs, hein, notamment les veaux laitiers, on l'a montré aussi au cours d'une autre enquête. Eux, ils sont, en fait, ce sont des sous-produits de l'industrie laitière au départ, puisque pour qu'une vache ait du lait, il faut avoir fait naître des veaux. Ces veaux, finalement, les éleveurs laitiers n'en veulent pas, notamment si c'est des mâles ou s'ils ont suffisamment de femelles pour renouveler le cheptel, c'est-à-dire bah, ces petites femelles vont remplacer leur mère ou d'autres au fur et à mesure. Et donc, ces jeunes veaux qui partent à l'abattoir, alors on va leur donner une alimentation carencée en fer, par exemple, pour garder cette chair plutôt blanche qui est appréciée des consommateurs. Et leur peau, enfin, en fait, on exploite les animaux, mais jusqu'au bout du bout, quoi. Enfin, voilà. Et il y a d'autres animaux, comme les visons, où bah, on ne consomme pas la chair des visons. Et là, pour le coup, oui, on a une industrie totalement centrée sur produire de la fourrure. Voilà. Alors que, bah, comme on vient de le voir, il y a plein d'autres alternatives vestimentaires, colorées. Enfin, souvent, on essaye de coller aux véganes une image un peu triste, un peu austère, un peu. Et on voit bien, enfin, juste l'heure qu'on vient de passer ensemble, là, nous a montré plutôt des créateurs de l'innovation, l'envie de partage. Enfin, c'est juste. Enfin, c'est juste rêver, quoi. Enfin, effectivement, être dans l'innovation, dans la création, tout en tenant compte des autres qui sont autour de nous, que ce soit les autres animaux, que ce soit les autres êtres humains, avec des entreprises justement localisées. Enfin, je trouve ça juste génial. Et d'un autre côté, une industrie de la mode, encore à l'époque préhistorique, qui se base sur de la fourrure d'origine animale. Voilà, et je vois que Nathalie suit avec attention et rappelle qu'il y a la marche contre l'exploitation des animaux pour leur peau qui se tiendra le 3 octobre. Effectivement, soyons nombreux. Exactement, bravo Nathalie. Je passe la parole à Chloé. Je trouve ça super intéressant bah justement de vous avoir vous deux, puisque L214 c'est plus pour la mise en lumière de ce qui se passe dans l'industrie, encore une fois l'industrie fashion, même si tout est lié, puisque tu viens d'expliquer que par exemple le cuir de la peau de veau, bah, ça vient de l'industrie du lait. Donc du coup on est en train de se dire, attends, le monde fashion, le lait, en fait tout est lié. Et enfin quoi qu'il arrive, il y a de la souffrance, énormément de souffrance par rapport à cette production. Et quand on parle de la souffrance animale, on oublie aussi un petit peu les autres types de souffrances qui sont les souffrances par rapport à des écosystèmes qu'on est en train de polluer parce que c'est des déversements de fumier, de déchets de l'industrie. C'est de la souffrance aussi pour les hommes qui travaillent je pense notamment aux tanneries,
puisque pour faire du cuir, on ne va pas juste prendre de la peau, il faut aussi le mettre dans du cyanure pour retirer toutes les impuretés, il faut aussi les teindre avec des pigments qui sont pas du tout naturels et qui attaquent la peau des êtres humains. Donc voilà, c'est tout ça. Je pense que on pourrait en parler pendant des heures, mais n'hésitez pas à aller sur Internet et justement sur le site de L214, notamment, j'ai vu qu'il y avait une partie sur le cuir où vous parlez de ça. Chloé, toi, au quotidien, puisque voilà, on a vu qu'il y a quand même pendant 1 heure, on a des solutions véganes. Toi, tu le vis comment, puisque tu es végane depuis quelques années maintenant? Comment c'est se vêtir? Alors, je suis désolé, ça va toujours se focaliser sur la mode par rapport au véganisme, puisque le véganisme, c'est pas que la mode, c'est aussi la nourriture, c'est aussi les loisirs et tout ça. Mais par rapport à la mode, voilà, quel est pour toi le quotidien de quelqu'un qui se vêtit sans matière animale et qui va toujours être dans une réflexion végane dans la mode? Bon, bah, déjà, moi, personnellement, bah, c'est clair que comme je me vêtis depuis des années maintenant, c'est 100% vegan. J'ai aucune difficulté à me vêtir de cette façon. Euh, mais bon, c'est vrai qu'on se concentre vraiment que sur la mode, donc je vais essayer de respecter ça. Mais c'est vrai que par contre, dans mon métier, c'est très très compliqué. Et du coup, même si voilà, mon entourage est vegan, mon milieu social est vegan, à force d'être dans ce milieu-là, si on peut dire, quand je travaille, c'est vraiment là où j'ai affaire à la réalité, et triste réalité, et du coup au décalage. Si vous voulez, je suis un petit peu dans un microcosme vegan, et quand je suis au travail, c'est vraiment un peu souvent, trop souvent une claque en fait de là où en sont la plupart des gens finalement. Et donc la mode et le véganisme, c'est très très dur, moi je trouve. Enfin, je parle vraiment de là pour le coup des marques super mainstream, voilà, celles qui me font finalement le plus travailler à la base et qui ont aussi, et c'est important, on reviendra dessus, le plus de budget. Et, et donc voilà, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est vraiment difficile. C'est vrai que les mentalités changent petit à petit, ça c'est indéniable. Mais évidemment, quand on se place à la place des victimes, c'est toujours beaucoup, beaucoup trop long. Et puis surtout, encore une fois, par rapport aux alternatives qu'on a et dont on parle de plus en plus, je ne sais pas ce qui manque aux gens pour passer le cap. Et après, là, tu parlais aussi il y avait véganisme, mais aussi écologie, conditions humaines et tout ça. Et c'est vrai que même à ce niveau-là, voilà, moi, je dois passer que même quand je travaille avec des marques qui du coup sont synthétiques, on va dire par définition véganes, c'est fait par j'imagine, des enfants ou des personnes voilà, qui sont exploitées à l'autre bout de la planète. Et enfin, moi, je subis vraiment ça. Et quand je dois porter toutes ces choses-là, je me dis juste que j'espère que les consommateurs vont changer parce que c'est vraiment de là que ça vient quand les gens veulent acheter cette barbarie, que ce soit des sacs en cuir, des doudounes avec des plumes et tout ça, ben, ils payent carrément pour ça, on le sait, c'est l'offre et la demande. Et voilà, donc c'est super difficile pour moi de voir à quel point ça avance lentement. Mais heureusement que... Mais ça avance. Oui, oui, ça avance, ça avance. Mais voilà, c'est vrai que j'essaie d'apporter à chaque fois sur les shootings, d'en parler. C'est clair que j'en parle tout le temps, peut-être même trop selon certains clients, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que voilà, j'en parle à chaque fois et j'espère que du coup ça inspire les mentalités en interne aussi. Bah, justement, ce qu'on est en train de proposer aujourd'hui, c'est vraiment de proposer des solutions, de s'unir ensemble pour faire en sorte à notre petite échelle, puisque face à des géants qui ont énormément d'argent, et qui dit énormément d'argent, dit une communication incroyable. Et je pense que pour répondre peut-être à pour surenchérir sur ton petit commentaire sur qu'est-ce que les gens attendent pour changer, malheureusement les gens, enfin j'essaie d'être un petit peu indulgent avec eux en me disant que moi aussi pendant 30 ans j'ai pas été végane, et pendant 30 ans j'ai un petit peu été dans le confort, c'est-à-dire je regarde ce qu'il y a à la télé, on nous bassine à longueur de journée que le lait c'est notre ami pour la vie, on voit des fringues qui sont pas chères et qui sont super beaux, on voit on est fan de célébrités qui nous influent, tu vois, justement en termes d'influence, qui nous influent dans notre façon de consommer. Et c'est facile, c'est-à-dire qu'il y a toujours un Zara, un H&M dans n'importe quel coin de rue en fait assez connu, et finalement c'est ça. Donc du coup, je pense que c'est un petit peu aller à contre-courant aujourd'hui, je pense, que de faire attention à comment consommer, je pense.
Oui, c'est vrai qu'il y a tout ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus d'enquêtes grâce à Brigitte et L214 en top. Enfin, les gens sont aussi de plus en plus au courant et je trouve pas forcément proportionnellement que ça suit en fait. Mais sinon, bien sûr que je suis au courant de tout ce que tu dis et je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que je pense en étant devenue peut-être végane un peu plus jeune aussi, j'ai tendance à encore moins comprendre en fait voilà, enfin, que tout le monde soit aussi peu réceptif finalement à tout ça. Mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Harry. Ouais, moi j'ai l'impression aussi que les mentalités, elles sont vraiment en train de changer. Autant il y a quelques années, quand on disait qu'on avait arrêté de manger les animaux, les gens nous disaient, enfin, rigoler ou nous ignorer ou quoi. Autant aujourd'hui, on a quand même beaucoup de réactions qui disent plutôt, ah, j'aimerais bien faire comme vous, comme si c'était super compliqué ou je sais pas quoi. Je pense que la question de la disponibilité, de rendre facile le fait d'avoir les options véganes, enfin vraiment dispo, bénéficiant enfin n'étant pas plus cher que le reste, etc., avoir la même visibilité, c'est vraiment très très important parce que si on propose deux produits équivalents, mais il y en a un qui crée de la souffrance et l'autre qui n'en crée pas, enfin on peut gager que les gens ils vont plutôt se dire bah tiens, je vais plutôt pour opter pour ça. Maintenant, on a en face de nous des intérêts ultra puissants, des lobbies qui sont très très forts, qui sont spécialisés dans la fabrique du doute, c'est-à-dire que même quand on fait la démonstration qu'il y a des infractions à la réglementation, en fait c'était ça hein, le rôle du ministre de l'Agriculture quand on sort ces images, le rôle des services vétérinaires, ça a été de fabriquer le doute. Ce que vous voyez, non, il y a peut-être un montage vidéo ou je sais pas quoi, enfin, essayer de nous faire passer pour des Steven Spielberg, enfin, voilà, vraiment, on est trop doués, quoi. C'est ça, c'est essayer de faire douter les gens de façon à finalement, à venir les aider dans la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'ils voient les images, ils sont complètement choqués, ce qui est totalement normal face à ces situations absolument atroces que vivent les animaux. Et donc, du coup, ce que ça déclenche, c'est une réflexion. Cette réflexion, après, on a deux choix, une fois qu'on est un petit peu logique, soit on change nos pratiques, soit on se trouve des excuses. Et donc, le rôle des lobbies qui veulent que la consommation continue sans rien changer, parce que pour eux, c'est un trafic qui est vachement juteux, bah, c'est d'apporter des excuses. Donc, la viande qui est nécessaire, la mode, on a toujours fait comme ça, enfin, tous ces arguments qui finalement bah, tiennent pas tellement debout, ils essayent enfin, ils les amènent. Et faut qu'on continue, en tout cas, parce que j'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux et que le fait qu'on soit de plus en plus nombreux, on est de plus en plus visible, de plus en plus d'options arrivent, de plus en plus d'innovations, etc. Et enfin, nécessairement, ça va évoluer. Alors là, on est en pleine sortie de crise. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va revenir en arrière et les questions environnementales, les questions justement éthiques vis-à-vis des animaux, toutes les questions de santé publique, elles vont être complètement étouffées parce qu'on va nous dire oh là là, la crise économique, on va rien parler d'autre pendant des mois et des mois. Ou est-ce que au contraire, ça va être le détonateur, le déclencheur qu'il nous fallait pour accélérer la prise de conscience et justement concrétiser cette prise de conscience en actes, en décisions, en pratiques qui changent et qui nous amènent vers un monde bien moins violent vis-à-vis de notre entourage, quoi. Bah, merci justement d'amener en fait à une vision qui est plus une vision du futur, puisque justement je voulais vous poser la question par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait face à une pandémie qui est absolument unique de tout ce que la civilisation humaine a pu connaître dans l'histoire de ces 10 000 ans de ces 10 000 ans. C'est vraiment mondial et voilà aujourd'hui quel est le lien par rapport à la cause animale. Si je vous invite ici, c'est aussi pour discuter de l'actualité et je pense que l'actualité est très forte sur la pandémie qui est là. Voilà, je pense que vous voyez où je veux en venir puisque on en a discuté il y a 2 jours, notamment avec Brigitte. Voilà, qui veut commencer par rapport à ça, par rapport à la pandémie, l'actualité et le lien avec la cause animale. Oui, tu veux y aller?
Oui, oui, bien sûr. Alors, moi, je pense que tout est lié, on l'a dit tout à l'heure, mais voilà, cette situation-là, c'est comme un petit retour de bâton par rapport à la façon qu'on a de traiter le vivant dans son ensemble, animaux, humains, environnement, depuis des années, en fait. Donc voilà, c'est comme, je le vois comme un petit karma, finalement, et j'espère que la situation permettra à tout le monde, en fait, de prendre un petit peu de recul et d'être un peu plus sage et d'avoir envie de changer sa consommation pour quelque chose de plus respectueux, de plus conscient. Ouais, et moi, je vais renforcer exactement ce que tu dis, Chloé. Là, cette crise du coronavirus, c'est dû, grosso modo, si on schématise, c'est les êtres humains, nous, qui empiétons sur des territoires sauvages. Et du coup, on déloge de ces milieux des chauves-souris, là en l'occurrence, qui portent des virus qui pour elles ne posent pas de problème, mais quand ces virus mutent, parce que les virus, ils essayent d'entrer dans tous les organismes vivants, quand ils croisent un hôte favorable, ils vont changer d'hôte. Là, on a l'hypothèse qu'il serait passé par un pangolin. Donc, il serait passé de la chauve-souris au pangolin et du pangolin à l'être humain. Mais on peut voir le virus Nipah, par exemple. Le virus Nipah, c'était des chauves-souris aussi, pareil, délogées, qui se sont du coup rapprochées des habitations et par l'infection soit de fruits par leurs urines ou leurs excréments, soit par des élevages de cochons, justement, ont fait que ça a été transmissible aux êtres humains et ensuite entre les êtres humains. Donc là, on se prend le coronavirus, mais en fait, comment c'est relié? Là, c'est de la consommation, mais on pourrait citer le VIH, Ebola, où là, c'est de la viande de singe qui a été consommée, pareil, chassée dans leur milieu naturel. Et puis, on a des véritables incubateurs à nouveaux pathogènes, à grippe en tout genre. Ce sont les élevages, justement, les élevages intensifs notamment. Le prochain qu'on va prendre, la grippe A dont on parle, c'est un virus d'origine animale au départ. Alors, on a cette thématique-là sur les grippes et autres pathogènes. Je pourrais parler des campylobactères, salmonellose, E. coli, etc. Vraiment, c'est assez important au niveau de l'élevage. Et puis, on a l'antibiorésistance. Aujourd'hui, il y a 12 500 personnes en France qui meurent parce qu'elles n'ont pas réussi à être soignées par des antibiotiques qui les auraient soignées il y a quelques années auparavant. Mais on donne tellement d'antibiotiques aux animaux d'élevage en préventif ou en curatif parce qu'on les a justement confinés dans des espaces fermés avec une variabilité génétique très faible que pour les bactéries et autres pathogènes, c'est vraiment des terrains d'apprentissage pour résister justement aux antibiotiques. Ouais. Et l'OMS estime qu'il y aura 10 millions de personnes en 2050 qui mourront de l'antibiorésistance, donc de maladies qui aujourd'hui qu'on sait soigner, demain on ne saura pas. Donc il y a un véritable enjeu aujourd'hui à arrêter d'aller mettre en l'air des écosystèmes qui existent. Et pourquoi on déforeste? On déforeste en partie aussi sur des questions d'élevage, parce qu'on veut davantage de territoire pour pouvoir faire pousser les céréales légumineuses, en particulier le soja, pour nourrir les animaux qu'on élève dans les élevages. Donc tout ça est fortement lié. Donc on a du mal. Il y a encore eu une petite vidéo du ministère de l'Environnement qui nous incitait à couper nos robinets pendant qu'on se brosse les dents, etc., etc. Enfin, des petits gestes qui certes sont nécessaires, mais quand est-ce qu'on nous parle de la consommation de produits d'origine animale? Quand est-ce qu'on a des messages publics qui incitent l'ensemble de la population à baisser sa consommation de produits d'origine animale? Quand est-ce que toutes les cantines proposent des alternatives véganes à leur carte? Donc voilà, il y a plein d'associations qui y travaillent aujourd'hui, c'est tant mieux, mais il faut que ça arrive à un niveau politique. C'est urgent, en fait. Ouais, je trouve ça passionnant parce que on peut en parler des heures et des heures parce que justement tout est lié. C'est ça ce qui m'intéresse en fait aujourd'hui, c'est de sensibiliser la cause animale par rapport au monde fashion
vous l'aurez compris. Mais pourquoi? Parce que quand on parle de la cause animale, on parle souvent de la bouffe. Mais il n'y a pas que la bouffe, en fait. Il y a vraiment tout est lié. La cause animale, elle n'est pas aussi que sur l'éthique animale, elle est aussi sur le fait d'empiéter sur des écosystèmes et là, c'est d'autres animaux qui en pâtissent. Elle est le fait de, voilà, en fait, la cause animale englobe énormément de problèmes, en fait, qu'en ce moment on a, et notamment les problèmes de pandémie. Et tu l'as bien fait de le préciser, problèmes de pandémie, et qui demain, peut-être, il y aura d'autres problèmes, puisque les pandémies, on parle de virus, mais on ne parle pas encore suffisamment des bactéries. Je reviens sur ce que tu disais sur les antibiotiques, puisque est-ce que tu nous rappelles combien de pourcentage de production d'antibiotiques est destiné à l'élevage intensif? Oh, je me rappelle plus des chiffres, mais c'est assez énorme. Ça doit être plus de Je me rappelle plus. 70%. Et puis, encore fun fact, les établissements qui fabriquent de la nourriture pour les animaux d'élevage ont parfois la qualification d'établissement pharmaceutique, c'est-à-dire que les antibiotiques sont mis ou les médicaments sont mis directement dans la nourriture des animaux. Par exemple, les poulets, dedans, dans la nourriture des poulets, vous trouvez du narasin, par exemple, qui est un anticoccidien, utilisé pour que les poulets n'attrapent pas de coccidie. Donc, voilà, c'est un peu éviter qu'ils aient une croissance moins importante que ce qu'on leur destine. Hein. Les poulets, aujourd'hui, ils grossissent 4 fois plus vite qu'en 1950. Ouais. C'est dû aussi à leur alimentation, leurs conditions d'élevage, leur sélection génétique. Donc, vraiment, il y a vraiment des enjeux majeurs autour de cette question. Enfin, si les gens s'en fichent complètement des animaux, qu'ils le fassent pour eux. Voilà, tout simplement. Ça laissera les animaux tranquilles, tant mieux. Et je trouve que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, il y a des préoccupations pour les animaux qui commencent à se faire entendre et des changements de mentalité. Il y a la question environnementale avec les questionnements sur le climat. Et là aussi, les politiques, ils s'en saisissent pas forcément. En tout cas, pas autour de la question de l'élevage. Et cette urgence climatique, on a du mal à l'entendre parce qu'elle s'installe. Enfin, on est un peu les grenouilles dans l'eau qui commencent à chauffer. Cette allégorie là qui dit que finalement tu finis cuit avant de t'être rendu compte qu'on était en train de te faire cuire. Et peut-être justement là, le fait que cette épidémie de Covid-19 nous touche toutes et tous, peut-être que oui, on a le déclencheur de grands changements et il faut l'espérer, quoi. Bon, en tout cas, merci. C'est super éducatif, j'allais dire. En tout cas, super ludique puisqu'on apprend vraiment beaucoup de choses. Là l'événement, en fait, on a déjà pas mal, on a déjà pas mal discuté, donc l'événement est un peu plus long que prévu. Je vais devoir écourter la conversation et puis vous poser 2 dernières questions chacune pour terminer sur une touche positive, puisque la touche positive, c'est qu'il y a des solutions. Et concrètement, je voudrais peut-être commencer par toi, Chloé. Quels seraient pour toi les 3 plus gros conseils pour justement faire face à tout ce qu'on a dit et éviter peut-être au maximum d'avoir des matières animales dans notre consommation? Et je te poserai la même question, Brigitte. Si je peux me permettre d'orienter un peu tes réponses, notamment avec ce que propose L214 avec le site de Vegan Pratique. On commence par toi, Chloé. Oui, alors déjà, j'aimerais parler du documentaire The True Cost. Super. Le vrai coût, le vrai prix. Donc, ça ne parle pas forcément de matière animale et tout ça, c'est plus autour de la fast fashion et de l'impact de la mode sur les humains et sur l'écologie. Donc, c'est super important. Il était disponible sur Netflix pendant super longtemps, mais là, c'est plus le cas malheureusement, mais je pense que vous pouvez le trouver. Et vraiment, je l'ai vu, je pense, il y a 4 ans, et ouais, 3-4 ans, et vraiment, ça a vraiment changé ma consommation de vêtements, de mode en général, même si elle n'a jamais été vraiment énorme, mais voilà, j'ai bien conscience de tout ce qu'il y a derrière. Aussi, je dirais essayer autant que faire se peut de soutenir les marques, les marques véganes engagées, même si j'ai vu dans les commentaires passer tous ces amalgames qu'on peut faire entre en fait, vraiment, la mode végane, c'est une mode sans exploitation animale. Donc oui, être végane, c'est pas être parfait, c'est juste ne plus financer l'exploitation animale directement, en fait. Mais les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, comme on l'a dit. Tout est lié, donc effectivement, le synthétique de chez H&M, Zara, si c'est vraiment quelque chose que de synthétique, par définition, c'est vegan.
parce qu'il n'y a pas de matière animale. Après, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est moral? Ça, c'est encore autre chose. Et du coup, comme je disais, on a vu aujourd'hui plein de marques engagées et il y en a d'autres, et c'est essayer de les soutenir autant que faire se peut, même si, comme je disais, c'est pas forcément accessible à toutes les bourses, même si ça dépend des marques. Parce que voilà, les marques comme vous, vegan et engagées vraiment pour le vivant, vous n'êtes pas juste vegan, vous êtes aussi fair trade, vous faites attention aux endroits où vous produisez, vous faites attention aux matières que vous utilisez, donc c'est pas juste du synthétique de base qui a juste le statut vegan. C'est pour ça qu'il peut y avoir des coûts aussi. Et le troisième conseil que je peux donner, c'est de vraiment, il y en a plein de conseils, mais voilà, c'est tout le temps j'ai envie de dire, peut-être, voilà, ça sera plus facile de synthétiser comme ça, mais réduire peut-être la consommation en général, parce que c'est vrai que les alternatives véganes, éco-responsables pour la mode, c'est bien, mais on est dans une société qui produit et qui consomme énormément. Et si on peut revenir vers un mode de vie minimaliste, voire décroissant, je pense que c'est encore le mieux en fait. Le but, c'est pas d'avoir sa garde-robe remplie que de marques 100% véganes, etc., même si c'est bien, mais c'est aussi d'utiliser jusqu'à la trame les vêtements qu'on a déjà, qui sont synthétiques, d'acheter aussi en seconde main, etc. Même si je sais qu'on est tous là aujourd'hui dans une société capitaliste et qu'effectivement pour faire marcher, si on choisit d'être dans cette société-là, pour faire marcher l'industrie, il faut effectivement créer, produire. On est dans une société productiviste et donc dans ce cas-là, je reviens à mon deuxième point qui était soutenir les marques véganes, engagées, éco-responsables, fair trade, etc. Merci Chloé, merci. Si je peux me permettre aussi de rajouter sur ce que tu as dit, sur le fait de choisir notamment les marques, et souvent il y a des informations qu'on n'arrive pas à trouver. Nous, en tant que marque, alors on peut être bon dans la création, on peut ne pas être bon dans la communication. N'hésitez pas à contacter les marques si vous avez des questions sur « Ah mais oui, mais la doublure, elle est faite en quoi? Mais ça vient d'où ?» Voilà, enfin ça aussi c'est une forme de militantisme aussi à pousser aux marques justement de mieux communiquer. Et si je peux me permettre, une des valeurs pour moi, une des valeurs les plus importantes pour l'industrie de la mode, enfin en tout cas pour les marques, c'est justement la transparence. C'est montrer d'où viennent les produits, qui on est. Voilà, je pense que c'est vraiment le monde du futur. Tout va se baser sur la transparence. On passe à toi, Brigitte. Alors, tu as dit 3 conseils, mais en fait, j'en ai plein, mais je vais être rapide. Ouais. Évidemment, vegan pratique pour ceux qui veulent se lancer, qui veulent découvrir comment on consomme vegan. Alors, il y a aussi une petite partie sur la mode, sur les cosmétiques, etc. Donc, voilà, premier pas à l'étrier. Et là, c'est sur notre domaine perso. Évidemment, soutenir les marques, les assos qui sont engagés. Parler autour de soi. Toujours avec bienveillance, détermination, mais ouvert. Rappelez-vous que, je ne sais pas combien d'entre vous sont véganes depuis leur naissance, mais enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon cas. Et du coup, j'essaye toujours de penser à comment j'aurais souhaité qu'on m'écoute d'une certaine façon, enfin, qu'on m'accompagne sur m'ouvrir justement à cette thématique qui est juste pas évidente dans une société où on essaye de te faire penser que vraiment les animaux, c'est vraiment pas des humains, les animaux, et du coup on n'a pas à les considérer pour eux-mêmes, mais juste à les utiliser. Donc voilà, comment on permet aux autres de s'ouvrir à cette question des animaux, à cette question du spécisme qui imprègne notre société assez profondément. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire à titre perso, mais qui a déjà un fort écho autour de nous. Et puis collectivement, évidemment, les manifestations. On a aussi, si vous souhaitez militer avec L214, on a un réseau, on est présent dans 50 villes en France avec des référents qui sont absolument fabuleux et des référentes absolument fabuleuses. Si vous êtes enseignant ou si vous êtes encore à l'école, vous pouvez faire appel à L214 Éducation. Vous pouvez solliciter les marques, les restos, les entreprises avec les actions express qu'on fait avec L214. Chaque semaine, 1 à 2 actions vous sont proposées en 3 clics normalement. On arrive à faire reculer la cruauté tous ensemble qui est faite aux animaux ou à promouvoir des pratiques plutôt vertueuses. Côté politique, on a politique et animaux. Là aussi, en quelques clics, vous pouvez interpeller de façon positive ou de façon à demander
des ajustements, des progrès à des élus. Et puis, voilà, ça fait déjà beaucoup d'actions. C'est beaucoup. Ouais, c'est super. L214.com, mais on propose effectivement un large panel d'actions. Voilà, on est toutes et tous les meilleurs représentants quelque part pour montrer déjà que pour celles et ceux qui déjà ont arrêté de consommer les animaux, que ce soit dans notre façon de nous habiller, dans les cosmétiques qu'on utilise, dans notre façon de nous alimenter, montrer que c'est possible simplement et que on n'est pas des fantômes, et qu'on existe. Et puis voilà. Et puis collectivement, je trouve que c'est vraiment important de le rappeler parce que aujourd'hui, si le lobby de la viande réussit à être aussi fort, c'est parce que les forces en face de lui, elles sont complètement disséminées. C'est pour ça qu'on avait lancé l'appel et qu'on continue avec l'appel contre l'élevage intensif, par exemple, pour essayer de rallier le plus de personnes possible pour pouvoir commencer à faire basculer ce monde de l'élevage où encore aujourd'hui 80% des animaux sont dans des élevages intensifs, c'est-à-dire sans aucun accès à l'extérieur. Donc on a vraiment des gros enjeux à réussir à travailler avec des personnes avec qui on n'est pas 100% d'accord, mais où on a un bout de chemin à faire ensemble et c'est important de le faire pour justement avoir un petit peu que le lobbying citoyen et un petit peu de force par rapport au lobby de la viande, du cuir, la chasse, et j'en passe et des meilleurs. Bon, super, merci en tout cas pour ces belles paroles. Je souris aussi parce que je regarde les commentaires. Il y a écrit Brigitte, présidente. Non, t'as bien vendu là. Ouais, donc non mais c'est super, c'est super. Je vais peut-être rajouter un tout petit truc sur le site de Vegan Pratique. Vous proposez un challenge. Si dès ce soir, alors là, vous pouvez pas nous faire encore plus plaisir. Si dès ce soir vous voulez vous faire un challenge qui dure 22 jours, c'est quoi? C'est 3 semaines, c'est easy. Et vous êtes accompagné pendant 21 ou 22 jours. 21. 21, bah voilà, ça s'appelle Veggie Challenge sur Vegan Pratique. Il y a le lien, je pense que nos amis vont mettre le lien sur le chat. Et voilà, c'est un challenge où chaque jour vous recevez une infolettre, une newsletter avec des informations pour justement comprendre c'est quoi le véganisme et aussi des idées, recettes, des conseils pratiques pour au quotidien pendant 21 jours vous accompagner sur ce challenge. Ouais, et on peut préciser que les recettes qui sont sur le site Vegan Pratique et aussi proposées dans le Veggie Challenge, en fait, vous font découvrir des blogueuses, des blogueurs. Vraiment, ça vous ouvre encore davantage de possibilités. Mais déjà, Internet regorge aujourd'hui d'idées, vraiment, il y a de quoi faire. Et avec le Veggie Challenge, en plus, vous avez un groupe Facebook fermé dans lequel vous pouvez échanger avec d'autres personnes qui, comme vous, sont en train de se lancer, d'autres qui sont hyper expérimentés mais qui avaient envie de faire le Veggie Challenge pour voir un peu ce qu'on proposait. Donc voilà, n'hésitez pas. Génial. Alors, je voulais quand même vous poser la dernière question, mais je pensais pas que ça allait prendre plus de 10 minutes, cette question-là. Mais là, celle-là, elle va être facile parce que voilà, comme ça, on va essayer de conclure en 2 heures de conférence. Je pense que c'est bien. Je voulais 90 minutes, mais je savais que ça allait être trop utopiste, même si c'est très bien d'être utopiste. Alors, la dernière question, vraiment très simple. Dans 2 jours, après-demain, c'est le déconfinement. Quelle est la première chose que vous allez faire? Chloé, tu commences. Alors, moi, j'aimerais bien aller à la SPA. Génial. Moi aussi, en plus, je vais le faire. Éventuellement trouver un chien, mais voilà, donc dès que ça réouvre, c'est certains refuges que je vise, voilà. Mais ça ne veut pas dire que, mais voilà. Une des premières choses que je fais, c'est ça, et aussi aller marcher en colline, dans la nature, ça m'a beaucoup manqué. Génial. Brigitte. Eh bien, moi, je ne sais pas quoi dire parce que moi, je suis à Paris et du coup, voilà. Et je pense que, en tout cas, on va être assez prudent dans le déconfinement parce que là, on est déconfiné parce que de nouveau, il y a des places dans les hôpitaux. Mais que si on se précipite trop à l'extérieur, trop nombreux et tout ça, on risque de faire redémarrer les statistiques dans un sens qui n'est pas très gai. Et donc, du coup, voilà, je pense que je vais rester plutôt assez prudente. J'ai ma maman et aussi Paulina. Paulina, la fille de Lolita Lempicka, qui nous a fourni des masques.
Ah, super. Et voilà, donc on pourra sortir en partie protégé, enfin surtout pour protéger les autres, et donc continuer avec prudence cette épidémie du coronavirus et continuer de toute façon, enfin nous on ne s'est pas arrêté avec L214, continuer de sensibiliser, de montrer, de proposer des solutions. Ça va être le travail de lundi, comme tous les autres jours de la semaine. Bon, bah, génial. J'avoue que quand on parle de déconfinement, c'est un semi-déconfinement parce qu'il faut toujours faire attention. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie. Je voulais terminer sur une touche musicale, mais apparemment, la personne que je suis en train d'inviter depuis tout à l'heure n'arrive pas à se connecter. Donc, je pense que tant pis. Je vais juste vous montrer, en fait, le petit bouton qui va s'afficher tout de suite. Voilà, juste en dessous de vous. Crazy. Bah, Il est voilà, reparti. ça, il est là. Voilà, il est là. Bah non, en fait, je suis en train de… Voilà, c'est ça, il est là. Et donc, du coup, voilà, c'est une petite touche rigolote parce que je voulais vraiment terminer sur quelque chose de sympathique, quelque chose qui est très grand public, qui est très famille. C'est en fait notre ami Crazy Air qui a fait un clip vidéo et je ne suis pas peu fier d'avoir participé à son clip vidéo. Vous avez le lien juste ici. Elle s'appelle Crazy Air. C'est dommage parce que je voulais justement savoir ce qu'elle allait faire dans 2 jours pour le déconfinement. Le clip là que je vous envoie là juste ici, c'est justement le clip qui parle de confinement et qui parle de gens qui pètent des câbles et c'est juste trop drôle et voilà. N'hésitez pas à aller la voir. Crazy, je suis désolé, j'essaie de te connecter mais ça marche pas. En tout cas, merci pour tout à toutes et à tous. C'était trop bien. C'était trop bien et certainement on va refaire en fait régulièrement 1 fois par mois Arceo and Friends parce que je trouve ça top de pouvoir proposer des solutions et sensibiliser en même temps. C'est tout ce que j'adore. Merci. Encore une fois, voilà, tout ça, ce sera rediffusé parce qu'il y aura un replay. Vous pourrez revoir justement les codes promo. Je continue de dire que voilà, jusqu'à ce soir, vous avez le code promo sur Arceo. C'est mon petit coin pub. Mais en tout cas, merci. Vous êtes tous et toutes au top. Il y a eu plein de connectés. 191. Génial. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci, c'est super. Merci, moi, j'ai découvert merci, plein de choses. C'est cool. Merci. Bisous à tous et à toutes. Bonne soirée et bon déconfinement.